La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, dit-on. Eh bien, il y a un endroit unique au Venezuela où la rivière Catatumbo rencontre le lac Maracaibo et qui échappe à la règle. Ici, il y a en moyenne 260 jours de tempête par an et environ 1,2 million de coups de foudre. Oui, cela en fait l'endroit le plus exposé à la foudre sur Terre. Et l'énergie produite à cet endroit est suffisante pour alimenter 100 millions d'ampoules électriques. Il y a des années, on croyait que les gisements d'uranium dans le substratum rocheux étaient à l'origine de ce phénomène. Plus tard, les scientifiques ont suggéré que le méthane provenant des champs de pétrole en dessous augmentait la conductivité de l'air au-dessus du lac. Cependant, on estime maintenant que ce spectacle de lumière sans fin est dû à la topographie unique de la région et à la configuration des vents. Quoi qu'il en soit, je vais plutôt rester loin de tout cela. Situé au cœur de l'Amazonie péruvienne, ce fleuve de 6,4 km de long, connu sous le nom de Chainey-Timpixca, chauffe jusqu'à 91 degrés Celsius, ce qui signifie évidemment qu'il ne faut pas y plonger si tu ne veux pas te transformer en soupe. Ne rigole pas, ça arrive bien aux animaux sauvages qui décident de plonger dedans. Normalement, seule la proximité d'un volcan peut rendre une rivière si chaude, mais le plus proche est à plus de 700 km de distance. Selon la légende locale, l'esprit d'un serpent géant appelé Yakumama, ou mère des eaux, réchauffe la rivière. Les scientifiques pensent cependant que l'eau s'infiltre profondément dans le sol par des lignes de failles, qu'elle est réchauffée par des sources d'eau chaude souterraines et qu'elle remonte finalement à la surface. C'est un peu ennuyeux, je préfère l'histoire du serpent. L'inondation dévastatrice qui a frappé le Kerala en Inde l'année dernière a presque submergé tout l'État sous l'eau. Mais une fois l'inondation terminée, les habitants de la ville côtière de Ponani ont été vraiment surpris lorsqu'ils ont vu une étroite bande de sable qui avait émergé de l'eau le long de la plage et littéralement divisé la mer en deux. Cette bande de sable attire maintenant beaucoup de visiteurs qui, malgré le danger, veulent marcher le long de ces 500 mètres de longueur avant qu'elle ne soit emportée par la marée haute. Ce phénomène naturel reste encore inexpliqué, mais certains pensent que le sable vient d'une rivière voisine qui a formé ce passage. Ce puits mystique est situé près de la rivière Nid, qui traverse Knaresborough dans le North Yorkshire, au Royaume-Uni. Ah oui, et son eau est connue pour transformer des objets en pierre. Pendant des siècles, la population locale a cru que le puits pétrifiant était maudit. En fait, tu trouves le puits à l'intérieur d'une grotte qui porte le nom d'une voyante et supposée sorcière du XVIe siècle, connue comme Mère Shipton, parce que c'est peut-être là qu'elle est née. Quoi qu'il en soit, de nos jours, les gens y laissent différents objets, d'ours en peluche à des bicyclettes, afin d'assister à cette transformation inhabituelle. Mais les scientifiques ont analysé des échantillons d'eau du puits pétrifiant, dissipant l'atmosphère surnaturelle qui entoure cet endroit. Il s'avère que l'eau contient une forte teneur en minéraux, qui forment un revêtement autour des objets. Ce revêtement crée une coquille minérale dure qui les fait ressembler à de la pierre. Fondamentalement, le même processus se produit quand les stalactites et les stalagmites se forment. Tu sais, ce sont ces choses en forme de glace que l'on voit suspendues dans la plupart des grottes, en haut ou qui grandissent depuis le sol. Mais cela peut prendre des siècles pour qu'ils se forment, tandis que la pétrification à cet endroit ne se produit qu'en quelques semaines ou parfois même en quelques mois selon leur taille. Et c'est quelque chose que les scientifiques n'ont pas encore pu expliquer. C'est peut-être la malédiction de Mère Shipton après tout. Notre prochain arrêt est le lac Abraham au Canada. À cette époque de l'année, il est gelé. De loin, on dirait que sa surface est couverte de plaques de neige. Mais quand on se rapproche et qu'on marche sur la glace, on voit que ces plaques blanches sont en réalité des bulles gelées sous la surface du lac. Ça ressemble à des milliers de méduses figées. Mais n'essaie pas de briser la glace pour en savoir plus. Ces bulles sont faites de méthane, un gaz très inflammable. Quand une matière organique, comme les feuilles, l'herbe, les insectes, pénètre dans le lac, elle sert de nourriture aux bactéries qui libèrent alors du méthane. Ce méthane forme ensuite, au contact de l'eau froide, des dizaines de milliers de disques gelés. Lorsque la glace fond, les bulles éclatent et grésillent. Tu peux également observer ce phénomène sur certaines rives de l'océan Arctique. Là-bas, les bulles de méthane peuvent être aussi grosses qu'une montgolfière. C'est un spectacle magnifique, mais extrêmement dangereux. Notre voyage se poursuit dans le froid. Nous sommes maintenant en Antarctique. Ici, la lumière blanche est aveuglante. Dans un paysage de neige et de glace sans fin, tu remarqueras au loin un point rouge. Tu parcours la distance qui t'en sépare et tu t'aperçois qu'il s'agit d'une cascade. Oui, rouge, d'environ 5 étages de haut. On dirait que le glacier saigne. Mais ce n'est pas une scène de film d'horreur,
c'est un phénomène tout à fait naturel. Il y a environ 2 millions d'années, un étang salé s'est retrouvé piégé sous un glacier. Son eau a cessé de recevoir de la lumière, de la chaleur et de l'oxygène. Puis, un mince filet a commencé à s'écouler de la glace. Le contact de cette eau salée avec l'oxygène lui a donné sa couleur rouge vif. Il n'existe qu'un seul ruisseau de ce type sur la planète. Il est temps de se réchauffer. Nous partons pour l'Indonésie, sur l'île de Java. Nous arrivons sur un magnifique volcan recouvert d'herbes et d'arbres. Le volcan semble en sommeil, mais de la fumée s'en échappe pourtant. Nous montons au sommet et au lieu de lave bouillante, c'est un beau lac turquoise que nous trouvons. Une oasis cachée dans le cratère d'un volcan. Mais ne t'aventure pas à y faire trempette, car son contenu est plus proche de l'acide que de l'eau pure. Des gaz sulfureux pénètrent dans le lac depuis l'intérieur du volcan. Le lac, qui contient différents métaux en grande quantité, prend cette belle couleur au contact du soufre. Quand le soufre liquide, qui est très chaud, prend feu, le lac devient bleu électrique. La nuit, on dirait que le volcan crache de la lave d'un bleu éclatant. Du bleu au rose chewing-gum, nous sommes maintenant près du lac Illier en Australie. Il n'est pas unique en son genre sur la planète, mais une chose le distingue pourtant des autres. Quand tu remplis un verre de son eau, elle reste rose. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi le lac est de cette couleur. La théorie la plus répandue est celle des algues d'eau salée et des bactéries roses. Elles créent cette pigmentation à la suite d'une réaction chimique provoquée par l'énergie du soleil. Ah, et au fait, il t'est tout à fait possible de nager dans ce lac, bien qu'il soit extrêmement salé. Mais il est fermé aux touristes, sauf si tu as une permission spéciale, par exemple pour des recherches scientifiques. Le public peut cependant faire un tour en hélicoptère au-dessus de ce joyau de la nature. Rocher de Davasco, Argentine. Si l'on devait imaginer une chose qui dirait à haute voix « Je défie la gravité », ce serait bien le rocher de Davasco. Cet énorme rocher de 300 tonnes se dresse en équilibre précaire sur le bord d'une falaise et se balance d'un côté à l'autre à cause du vent. Les gens l'ont même vérifié en plaçant des bouteilles de verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé sous un mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est soudainement tombé de son perchoir, qu'il occupait pourtant depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil ont été si attristés par cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer le rocher. Mais pas vraiment à l'identique. Ils ont fabriqué une réplique en plastique du rocher et l'ont placé au même endroit et dans la même position. Aujourd'hui encore, en passant par Tandil, on peut voir le fameux rocher en équilibre. De façon symbolique, bien sûr, puisqu'il ne bouge plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est tout de même immédiatement reconnaissable. Devil's Tower, Wyoming, États-Unis. Te souviens-tu de cet endroit dans le film Rencontre du troisième type ? Sinon, il faut le regarder, mais pas tout de suite. Cet endroit ne va pas te donner l'impression d'être témoin d'une quelconque magie, ni que la gravité est en train de te piéger. Il semble donc presque ennuyeux comparé au reste des endroits de la liste. Mais la particularité encore plus époustouflante de la Devil's Tower est que les scientifiques ne savent pas expliquer comment elle est apparue. Il s'agit d'une formation rocheuse de 265 mètres de haut avec des parois si raides qu'elles sont quasiment verticales. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Ce bout de roche s'élève au beau milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors, comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi grand ? Les théories abondent, mais personne n'a encore d'explication exacte. Peut-être que la Terre a un nombril géant, à moins que tu n'aies une meilleure théorie à proposer. Oregon Vortex, États-Unis. La maison des mystères de Gold Hill, dans l'Oregon, étonne ses visiteurs par ses effets défiant la gravité. On ne peut pas s'y tenir debout. On est toujours penché sur le côté et il faut s'accrocher à quelque chose pour garder l'équilibre. Les balles roulent vers le haut et il y a aussi un balai qui reste parfaitement immobile là où on le pose. Comme pratiquement tout le reste dans la cabane. Les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit la terre interdite, avant même que la maison n'y soit construite, et elles évitaient de s'en approcher. Toutefois, les propriétaires de la cabane ont décidé d'en faire une attraction, et ils ont réussi.
Ils ont créé une atmosphère mystérieuse autour de l'endroit et ils ont diffusé des nouvelles à ce sujet dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà le résultat, une anomalie parfaite. En réalité, ce n'est rien de plus qu'une attraction, une illusion d'optique d'origine humaine qui trompe tes yeux et tes autres sens. Mais qu'importe, ça fonctionne. Maintenant, il est temps de visiter les Caraïbes. Là-bas, il te faudra atteindre une profondeur de près de 2500 mètres pour voir la cheminée hydrothermale de Von Damme. Les cheminées hydrothermales dégagent des courants d'eau boueuse et brûlante dont la température atteint 204 degrés. C'est presque assez pour faire cuire une pizza. Ces monticules sont faits de talc, une substance que l'on trouve dans la poudre pour bébé. La cheminée hydrothermale de Von Damme n'en est pas moins une oasis pour certaines espèces bizarres. L'une d'entre elles est une sorte de crevette effrayante sans yeux mais équipée de cellules photosensibles sur son dos. Pas besoin d'aller bien loin, la prochaine curiosité sur notre liste se trouve aussi dans les Caraïbes. Juste au large des côtes du Belize se trouve un gigantesque gouffre. Il est bleu et porte le nom de Grand Trou Bleu. Il fait environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Autrefois, il y a très longtemps, ce trou était une grotte, jusqu'à ce que les eaux montantes le remplissent, le faisant s'effondrer sur lui-même. Plus tu descends dans les eaux cristallines du Grand Trou, plus il devient sombre. Tu verras de multiples grottes remplies de stalactites. Mais n'essaie même pas d'y entrer, à moins que tu ne cherches à te perdre désespérément. Lorsque tu atteindras une profondeur de 15 mètres, tu remarqueras le scintillement de l'eau. C'est la ligne invisible qui sépare le sommet salé de l'abîme d'eau douce. Il est temps de sortir de là. Qui sait ce que tu pourrais rencontrer dans les sombres profondeurs ? Notre prochaine destination se trouve au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Près de 500 courants de bulles de méthane y ont été découverts il y a plusieurs années. À cause de ces bulles, les cheminées ont reçu le nom de suintement de champagne. Les scientifiques s'interrogent encore sur ce phénomène. D'où vient le méthane ? Des vaches sous-marines ? Pourquoi sa température est-elle plus élevée que celle de l'océan environnant ? Et surtout, que se passerait-il si l'on parvenait à craquer une allumette quelque part, près d'une grosse bulle ? Le méthane est un gaz hautement inflammable. Et si l'on mettait le feu à une bulle de méthane, eh bien, tu imagines le résultat. Partons maintenant pour l'Islande. L'idée est de plonger dans le Silfra, une fissure remplie d'eau pure de glacier. Cette fissure de 63 mètres de profondeur est le seul endroit sous-marin de la planète où l'on peut toucher 2 continents à la fois. Plus on s'enfonce, plus il fait sombre. Le paysage rocheux a l'air d'un autre monde. Les plongeurs qui osent visiter cet endroit incroyable risquent d'avoir leur équipement gelé, de souffrir d'hypothermie ou de ne pas remonter du tout. Il faut dire que la température de l'eau dans la fissure de Silfra est d'environ 2 degrés toute l'année. Ouf. Ce site archéologique situé au Pakistan remonte à la civilisation de la vallée de l'Indus en 2500 avant notre ère. Comme en Algérie, cette société était pour une raison obscure étonnamment avancée en matière de construction et d'urbanisme. Ce qui est étrange, c'est que personne ne sait ce qui a mis fin à la vie des habitants de cette ville. Des restes ont été trouvés et il semble que presque tout le monde ait péri en même temps. Selon certaines théories, il aurait pu s'agir d'une catastrophe naturelle, d'une invasion armée d'un empire voisin ou même de la colère de divinités violentes. Malheureusement, on ne sait toujours pas avec certitude ce qui s'est passé. Plus à l'est, le long du même parallèle nord, on arrive au Japon où se trouve le triangle du dragon, également appelé la mer du diable. La chose la plus étonnante à propos de ce vortex vilien est qu'il abrite une ville sous-marine surnommée l'Atlantide du Japon. Et encore une fois, cette civilisation ancienne aurait été à l'origine d'une architecture incroyablement précise pour l'époque. Au fond de la mer se trouvent des tonnes de monolithes de pierre taillés avec des angles parfaits de 90 degrés. Mais n'enfile pas encore ta combinaison de plongée. Étant donné que toutes sortes d'avions et de navires ont disparu dans ce triangle des Bermudes du Pacifique, les autorités japonaises ont jugé trop dangereux de s'en approcher. Situé dans la ceinture de feu du Pacifique, le vortex vilien suivant est le volcan Hamakulia à Hawaï. La population locale le traite avec le plus grand respect, car elle pense que ce volcan a un pouvoir mystérieux. La preuve, des rapports ont détecté une étrange énergie électrique dans cette zone. Il y a même eu un témoin oculaire qui affirme avoir vu un avion disparaître du radar juste devant ses yeux. Dirigeons-nous maintenant au sud de l'équateur, vers l'un des endroits les plus isolés de la planète, l'île de Pâques. C'est ici que l'on trouve près de 900 statues Moai érigées par le peuple Rapa Nui. Ces figurines peuvent peser jusqu'à 90 tonnes chacune, ce qui rend leur transport pratiquement impossible. Mais alors, comment les ont-ils construites et déplacées entre 1400 et 1650 ?
Les théories les plus alambiquées attribuent cet exploit aux extraterrestres, mais quelque chose nous dit que les Rapa Nui ont probablement utilisé une méthode différente, moins extraterrestre et plus fatigante. Ils auraient engagé des déménageurs. Socotra est un des endroits les moins connus sur Terre. L'île se trouve au sud du Yémen et au nord-est de la Somalie dans l'océan Indien. On y trouve des plages de sable blanc et des montagnes immenses, et il y fait très chaud et sec. Cette île est absolument magnifique et bénéficie d'une localisation très spéciale. Beaucoup disent que c'est le lieu du paradis d'Éden. Les arbres sur Socotra sont vraiment impressionnants. L'arbre Adenium socotranum ressemble à une jambe d'éléphant avec des fleurs roses tout en haut. L'île est aussi le refuge de plusieurs types d'oiseaux endémiques à Socotra. C'est une île si isolée qu'il n'y a que quelques routes pour 40 000 habitants. On y trouve aussi 800 espèces rares de faune et flore, dont un tiers qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il est probable que tu n'aies jamais entendu parler de l'île Diego Garcia, même si c'est un enjeu majeur pour la sécurité américaine. Diego Garcia est située à 1600 km au sud de l'Inde, au beau milieu de l'océan Indien. Cette île est occupée par l'armée américaine et administrée par le Royaume-Uni. La base militaire abrite 2000 soldats, des installations pour communiquer, des vaisseaux militaires et des pistes d'atterrissage de 3700 mètres où peuvent se poser de gros avions. Malheureusement, l'île a souvent été le théâtre d'activités militaires allant complètement à l'encontre des droits de l'homme. En 1966, plus de 200 habitants de l'île ont été obligés de quitter leur maison quand les États-Unis et le Royaume-Uni ont décidé ensemble de transformer l'île en base militaire. Si tu atterris accidentellement sur cette île, prépare-toi à répondre à beaucoup de questions. The Eye, El Hoyo de la Tierra en espagnol ou l'œil de la Terre en français, est une île étrange qui bouge et tourne sur elle-même. The Eye a une forme originale, complètement ronde et elle est située dans une étendue d'eau entre les villes de Campana et Zárate en Argentine. Elle a été découverte par un groupe de réalisateurs qui cherchaient des endroits connus pour avoir été le théâtre d'événements paranormaux. Les cercles formés par l'eau et l'île sont si parfaits que l'on a du mal à croire que tout cela a été formé naturellement. C'est en partie pour cela que certains pensent que l'île cache une base extraterrestre sous l'eau. Le même groupe de réalisateurs veulent enquêter sur l'île pour voir si l'histoire de son origine surnaturelle est vraie. L'île est située au nord de la péninsule du Yucatan dans le golfe du Mexique. Ou du moins, c'est là qu'elle est censée être. Isla Bermeja est apparue sur les cartes au XVIIIe et XIXe siècle, mais lorsqu'en 1996 le Mexique a fait des recherches, l'île est restée introuvable. Tout comme en 2009 où une autre enquête a été menée. Bien que beaucoup soient sûrs de son existence, l'île demeure un mystère complet. Plusieurs théories essaient d'expliquer ce phénomène. Comment l'île a-t-elle pu disparaître alors qu'elle figure sur ces cartes datant du XVIIIe siècle ? Certaines théories disent que les cartographes de l'époque se sont trompés et que l'île n'a jamais été à l'endroit indiqué. D'autres pensent qu'elle a été victime des conséquences du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Une théorie du complot suggère que la CIA l'a fait exploser. D'autres pensent que le coupable est un tremblement de terre sous-marin qui aurait absorbé l'île. Les théories sont nombreuses, mais il reste beaucoup de zones d'ombre. L'explication la plus probable aujourd'hui est que les cartographes mexicains ont simplement inventé l'île pour éviter que des étrangers ne s'approchent du territoire mexicain. Si tu parcours environ 13 km au nord de Salisbury en Angleterre, tu devrais arriver jusqu'à un grand lieu nommé Salisbury Plain, où tu devrais voir des touristes regarder avec admiration le grand Stonehenge. Cette formation de pierre préhistorique se trouve à cet endroit depuis des milliers d'années. Selon l'Encyclopædia Britannica, Stonehenge a été construit en 6 étapes entre l'an 3000 et l'an 1520 avant Jésus-Christ. Mais que peut-il y avoir de si intéressant dans un tas de rochers géants ? Eh bien, beaucoup de choses. Certes, nous disposons aujourd'hui de machines nous permettant de soulever des matériaux lourds pour construire des bâtiments et des monuments géants. Mais à l'époque de la construction de Stonehenge, personne n'avait évidemment accès à ce type de technologie. Alors, comment a-t-on pu soulever des pierres pesant de 4 à 37 tonnes 3629 à 33 566 kilos. Et pourquoi a-t-on fait cela ? Les archéologues ont proposé tout un tas de théories pour expliquer ce phénomène. Certains pensent que les hommes qui ont construit Stonehenge utilisaient un système de traîneaux, de rouleaux et de bateaux. D'autres émettent l'hypothèse qu'il a été construit avec un système de levée de poids.
Bien que beaucoup de ces suppositions semblent avoir un sens, dans une certaine mesure, personne n'a de réponse définitive à ce jour. Et il n'y en aura peut-être jamais. Si tu voyais des lumières dansant dans le ciel, tu te dirais que c'est quoi? Des extraterrestres arrivant sur Terre? Des étoiles filantes? Eh bien, les habitants de Hesdalen Valley, en Norvège, font face à cette question brûlante toutes les nuits. Dans la vallée de Hesdalen, des lumières de couleurs vives apparaissent dans le ciel sous différentes formes et couleurs. Depuis 4 décennies, et peut-être même plus longtemps, ce phénomène pose problème aux scientifiques. Si l'on en croit certains théoriciens, ces lumières pourraient être causées par un lac radioactif avoisinant, qui émettrait des particules s'illuminant dans l'air lors de leur évaporation. D'autres scientifiques pensent que la vallée contient beaucoup d'acide sulfurique. Au contact de l'eau, des étincelles apparaissent dans le ciel. Même s'il existe de nombreuses hypothèses pouvant expliquer pourquoi cette ville a son propre spectacle lumineux chaque nuit, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de réponse définitive. Pour l'instant, ils n'ont qu'à s'asseoir et profiter du spectacle gratuit. Parfois, se plonger dans un jacuzzi peut être extrêmement relaxant, mais cette étendue d'eau chaude est d'un tout autre niveau. Dans les profondeurs de la forêt amazonienne, une rivière dans la région de Mayantukayu peut atteindre des températures tellement chaudes que tout homme ou animal tombant dedans y bouillirait littéralement de l'intérieur. C'est vrai, cette rivière atteint l'incroyable température de 91 degrés Celsius. Diable, que c'est chaud! Les habitants des environs utilisent l'eau pour infuser leur thé et font parfois la cuisine avec. Bien que la température élevée de cette rivière soit incroyablement intrigante, ce qui fait de ce phénomène naturel un mystère, c'est le fait que personne ne comprenne ce qui rend l'eau si chaude. Selon le géophysicien Andrés Ruzzo, les rivières bouillantes sont généralement rattachées à un système volcanique ou magmatique actif, comme le Boiling River Trail dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Mais dans la ville de Mayantuyaku, on ne trouve aucun volcan actif à moins de 644 km. Alors, qu'est-ce qui peut bien la chauffer à ce point? Au fil des siècles, les habitants de cette ville ont pensé que le fleuve avait des pouvoirs de guérison magique et l'utilisaient de manière spirituelle et curative. Ruzzo pense que de l'eau géothermique chaude se déverse des fissures dans la terre et réchauffe la température de la rivière. Mais rien n'a encore été prouvé scientifiquement. En attendant, si un braconnier tombe accidentellement dans la rivière et bout vif, eh bien on pourra dire que tel est cuit qui croyait prendre. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher.